Dans les caves poussiéreuses de Monticello, en 1978, un conservateur découvrit une série de lettres cachetées dans un double fond de bureau. Les premières lignes étaient écrites d'une main tremblante. « Si ces mots parviennent à quelqu'un, sachez que nous avons existé, que nous avons été aimés puis effacés. » La signature avait été soigneusement grattée, mais l'encre fantôme laissait deviner un prénom féminin, Sally. Avant de plonger dans cette histoire qui a été ensevelie pendant plus de 2 siècles, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Et dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimerions savoir d'où viennent ceux qui osent affronter les secrets les plus sombres de l'histoire américaine. Cette découverte allait ouvrir une porte sur l'un des silences les plus impitoyablement gardés de la jeune République américaine. Une histoire d'amour, disent certains. Une histoire d'esclavage et de pouvoir, affirment d'autres. Mais surtout, une histoire de familles séparées, d'identités niées, de vérités enterrées sous le poids écrasant du mensonge officiel. En 1784, la Virginie était le cœur battant de l'aristocratie plantocrate américaine. Sur ces terres fertiles où le tabac poussait en rangées interminables sous le soleil écrasant, s'élevaient des domaines immenses, des royaumes privés où les maîtres blancs régnaient en despotes absolus sur des centaines d'âmes asservies. La richesse de la Virginie se mesurait en acres cultivés et en corps humains possédés. C'était une société construite sur une hiérarchie raciale implacable, où la couleur de la peau déterminait irrémédiablement le destin de chacun. Les routes poussiéreuses qui sillonnaient la campagne virginienne menaient à des plantations aux noms prestigieux: Westover, Berkeley, Shirley Hall. Les maîtres de ces domaines formaient une aristocratie qui se considérait comme l'égale de la noblesse européenne. Ils lisaient Locke et Montesquieu, discutaient de philosophie politique dans leurs bibliothèques somptueuses, tout en possédant des êtres humains dont ils pouvaient disposer à leur guise. Cette contradiction ne semblait troubler personne parmi la classe dominante blanche. Parmi ses propriétés, Monticello se distinguait par son architecture néoclassique audacieuse et par la réputation intellectuelle de son propriétaire. Thomas Jefferson, futur 3e président des États-Unis d'Amérique. Le nom lui-même, Monticello, signifiait « petite montagne » en italien, reflétant les prétentions cosmopolites de Jefferson, qui se voulait un homme de culture universelle. Jefferson était un paradoxe vivant, une incarnation des contradictions fondamentales de la jeune République américaine. Homme des Lumières, il avait rédigé dans la Déclaration d'indépendance ces mots immortels qui résonneraient à travers les siècles. Tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Philosophe épris de liberté, il possédait pourtant plus de 600 esclaves au cours de sa vie. Il écrivait sur les dangers de la tyrannie tout en exerçant un pouvoir tyrannique absolu sur les hommes, femmes et enfants qui travaillaient ces terres. Il dénonçait l'esclavage dans ses écrits privés, le qualifiant d'institution immorale qui corrompait les maîtres autant qu'elle opprimait les esclaves. Pourtant, il ne libéra qu'une poignée de ses propres esclaves, et seulement dans son testament, après sa mort. Il ne voulait pas affronter les conséquences économiques et sociales d'une telle décision de son vivant. Son confort personnel et sa position sociale primaient sur ses convictions philosophiques. Veuf depuis 1782, suite à la mort de son épouse Martha, après 10 ans de mariage et 6 grossesses épuisantes, Jefferson vivait à Monticello, entouré de ses filles légitimes, Martha et Maria, dans une solitude apparente que seuls les domestiques et les esclaves de sa plantation venaient troubler. Mais cette solitude était trompeuse. Jefferson était un homme qui aimait la compagnie, la conversation, le raffinement. Son veuvage l'avait profondément affecté. Selon ses propres écrits, il avait promis à Martha sur son lit de mort qu'il ne se remarierait jamais, pour éviter de donner une belle-mère à leur fille. Il tint cette promesse, mais cela ne signifiait pas qu'il vivrait seul. La demeure elle-même était un monument à l'ambition jeffersonienne, une expression architecturale de son esprit complexe et contradictoire. Construite sur une colline dominant la campagne virginienne, offrant une vue panoramique sur les montagnes bleues au loin,
Elle comptait 43 pièces réparties sur 3 niveaux, dont un sous-sol où logeaient les esclaves domestiques dans des conditions que les visiteurs ne voyaient jamais. Jefferson avait conçu chaque détail avec une minutie obsessionnelle, des colonnes doriques de la façade inspirées du Panthéon romain aux dispositifs mécaniques ingénieux qu'il avait inventés pour améliorer le confort quotidien. Des monte-plats cachés permettaient de faire monter les plats depuis les cuisines souterraines sans que les convives ne voient jamais un serviteur noir. Des portes doubles s'ouvraient simultanément grâce à un mécanisme de chaîne sous le plancher. Une horloge sophistiquée sur le portique indiquait non seulement l'heure, mais aussi le jour de la semaine. Cette invisibilité forcée des esclaves n'était pas un hasard. Elle reflétait la volonté du maître de séparer hermétiquement son monde intellectuel blanc, raffiné et civilisé, de la réalité brutale sur laquelle reposait sa fortune et son mode de vie. Les invités de Jefferson pouvaient dîner, discuter de philosophie, admirer sa collection de fossiles et d'instruments scientifiques, tout en oubliant complètement les dizaines d'esclaves qui rendaient possible ce confort. C'était une forme de magie noire architecturale, l'effacement des corps qui servaient. Les murs de Monticello étaient décorés de tableaux rapportés d'Europe, de cartes géographiques détaillées, de portraits de philosophes des Lumières. Jefferson avait conçu sa demeure comme une encyclopédie vivante, un temple du savoir. Mais au sous-sol, dans les petites chambres sombres et mal ventilées, dormaient ceux qui permettaient à ce temple de fonctionner. Le contraste entre les pièces somptueuses des étages supérieurs et les quartiers exigus des esclaves domestiques était vertigineux. Illustration physique de l'abîme social qui séparait les mondes blancs et noirs. La bibliothèque de Jefferson contenait plus de 6000 volumes, l'une des collections privées les plus importantes d'Amérique. Il lisait en latin, en grec, en français, en italien. Il correspondait avec les grands esprits de son époque. Pourtant, il était illégal en Virginie d'apprendre à lire à un esclave. Cette interdiction visait à maintenir les Noirs dans l'ignorance, à les empêcher d'accéder aux idées qui auraient pu nourrir leur désir de liberté. Jefferson, le champion de l'éducation et du savoir, appliquait cette loi sans état d'âme pour la plupart de ses esclaves. Les esclaves de Monticello vivaient dans des cabanes de bois grossier alignées le long de Mulberry Row, une allée qui descendait depuis la grande maison vers les ateliers et les champs. Ces habitations précaires, souvent surpeuplées, abritaient des familles entières dans 1 ou 2 pièces sans chauffage adéquat. L'hiver, le froid s'infiltrait par les fissures entre les planches mal jointes. L'été, la chaleur étouffante rendait le sommeil presque impossible. Mais c'était là que se déroulait la vraie vie de Monticello, celle que Jefferson préférait ne pas voir depuis les fenêtres de sa bibliothèque. Il travaillait aux champs de tabac et de blé du lever au coucher du soleil. Leurs mains calleuses maniaient la houe sous le regard vigilant des contremaîtres. D'autres besognaient dans les ateliers de menuiserie, de forge, de tissage, produisant tout ce dont la plantation avait besoin pour son autosuffisance. Jefferson se vantait d'avoir créé un système presque autarcique où ses esclaves fabriquaient les clous, tissaient les draps, tannaient le cuir, réparaient les outils. Cette autosuffisance signifiait que les esclaves de Monticello étaient prisonniers d'un monde clos, rarement autorisés à quitter la plantation, coupés du monde extérieur. Certains esclaves, considérés plus chanceux par leurs compagnons d'infortune, servaient dans la maison principale. Ils portaient des livrées propres, mangeaient les restes de la table du maître, dormaient dans des chambres au sous-sol plutôt que dans les cabanes de Mulberry Row. Mais ce privilège relatif avait un prix, une proximité constante avec les Blancs qui les possédaient, une surveillance permanente, l'impossibilité de s'échapper dans l'anonymat temporaire que permettaient les champs. Parmi eux, la famille Hemmings occupait une position particulière et ambiguë. Métis pour la plupart, descendants de Betty Hemmings et de divers hommes blancs, les Hemmings étaient considérés comme l'élite des esclaves jeffersoniens. Betty Hemmings elle-même était la matriarche d'une famille nombreuse. Elle avait eu 14 enfants, de plusieurs pères différents, certains blancs, certains noirs. Sa progéniture formait un clan soudé qui occupait les postes les plus enviés de la plantation.
Cuisinier, majordome, femme de chambre, valet personnel. Cette position privilégiée suscitait la jalousie et le ressentiment parmi les autres esclaves. Les Hemmings bénéficiaient de traitements de faveur. Meilleure nourriture, vêtements plus élégants, tâches moins épuisantes. Mais cette élévation relative ne changeait rien à leur statut fondamental. Ils étaient propriétés. Jefferson pouvait les vendre, les punir, les séparer de leur famille à tout moment. Le privilège n'était qu'une illusion de pouvoir, une chaîne dorée qui restait une chaîne. La couleur de peau des Hemmings révélait l'histoire sombre de leurs origines. Beaucoup avaient la peau presque blanche, les cheveux lisses ou ondulés, les traits qui auraient pu leur permettre de passer pour blancs dans une autre société. Cette proximité physique avec les Blancs ne faisait qu'accentuer la cruauté de leurs conditions. Ils ressemblaient aux maîtres, mais seraient toujours les esclaves. La règle de la goutte unique de sang établissait qu'une seule goutte de sang noir suffisait à condamner une personne à l'esclavage, peu importe son apparence extérieure. En 1787, Jefferson fut nommé ministre plénipotentiaire des États-Unis en France, succédant à Benjamin Franklin dans ce poste prestigieux. C'était une promotion importante dans sa carrière diplomatique, une reconnaissance de son statut grandissant parmi les pères fondateurs de la jeune nation. Il quitta Monticello accompagné de sa fille cadette Maria, alors âgée de 9 ans seulement. L'enfant, fragile et souvent malade, avait besoin de soins constants. Martha, l'aînée, était déjà en France avec son père depuis plusieurs années, pensionnaire dans un couvent d'abbaye de Pantemont. Pour veiller sur Maria pendant la traversée périlleuse de l'Atlantique et le séjour parisien, Jefferson demanda qu'on lui envoie une jeune esclave de confiance depuis Monticello. Le choix devait être réfléchi. Il fallait une fille assez jeune pour servir de compagne de jeu à Maria, assez mature pour s'occuper d'elle, assez loyale pour ne pas s'enfuir une fois en France où l'esclavage n'existait pas. Le choix se porta sur Sally Hemings, qui venait d'avoir 14 ans. Sally était la fille de Betty Hemings, et selon les rumeurs qui circulaient à voix basse dans les cabanes d'esclaves, du beau-père de Jefferson lui-même, John Wales. Ces rumeurs n'étaient pas anodines. Si elles étaient vraies, cela signifiait que Sally était la demi-sœur de Martha Wales Jefferson, l'épouse défunte que Jefferson avait tant aimée. La ressemblance entre Sally et Martha avait été remarquée par plusieurs personnes. Les deux femmes partageaient certains traits du visage, une certaine grâce dans les mouvements. Mais l'une était née libre et blanche, promise à devenir l'épouse d'un futur président. L'autre était née esclave et métisse, promise à servir jusqu'à sa mort. Sally elle-même ne savait probablement pas avec certitude qui était son père. Betty Hemings ne parlait pas de ces choses. Dans le monde de l'esclavage, la paternité des enfants métis était un sujet tabou. Les mères gardèrent le silence pour protéger leurs enfants, sachant que révéler le nom d'un père blanc pouvait apporter autant de dangers que de bénéfices. Mais Sally avait sûrement entendu les chuchotements, vu les regards que les autres esclaves posaient sur elle, compris qu'elle occupait une position étrange dans la hiérarchie de Monticello. Elle était décrite par ceux qui l'avaient vue comme exceptionnellement belle, même selon les standards stricts de beauté de l'époque. Isaac Jefferson, un esclave qui la connaissait, témoigna des années plus tard qu'elle était puissamment proche d'être blanche, très belle, avec de longs cheveux raides descendant dans son dos. Sa peau claire témoignait de son ascendance blanche dominante. Ses yeux noisettes reflétaient la lumière d'une manière qui captivait le regard. Ses cheveux châtains légèrement ondulés contrastaient avec les cheveux crépus de la plupart des esclaves noirs. Dans la hiérarchie cruelle de l'esclavage, cette beauté et cette proximité apparente avec la race blanche la distinguaient. Elle n'avait jamais travaillé au champ, épargné des tâches les plus épuisantes. Mais cette distinction la plaçait aussi en danger particulier. Les femmes esclaves belles, surtout les métisses, étaient particulièrement vulnérables aux attentions non désirées des hommes blancs. Elles ne pouvaient pas refuser, ne pouvaient pas se plaindre, ne pouvaient pas se défendre. Leur corps appartenait au maître, littéralement et légalement. Le voyage vers Paris prit plusieurs semaines éprouvantes. Sally, terrifiée par cet arrachement brutal à tout ce qu'elle connaissait,
s'occupaient courageusement de la petite Maria, tandis que l'Atlantique déchaîné ballottait leurs navires comme un jouet dans une baignoire. Elle avait le mal de mer constant, vomissait dans un seau, tenait Maria pendant que l'enfant pleurait de peur lors des tempêtes. Les marins la regardaient avec curiosité, cette jeune fille au teint clair qui voyageait comme une esclave, mais ressemblait à une demoiselle. Elle n'avait jamais quitté la Virginie avant ce voyage, n'avait jamais connu que la plantation de Monticello et ses environs immédiats. Pour Sally, le monde se limitait à Mulberry Row, à la grande maison sur la colline, aux champs de tabac qui s'étendaient à perte de vue. Tout le reste n'était qu'imagination, histoire racontée par les rares esclaves qui avaient voyagé avec Jefferson lors de ses déplacements politiques. Paris était pour elle un concept abstrait, une ville fabuleuse dont elle ne pouvait même pas vraiment se représenter la réalité. Quand le navire accosta enfin dans le port du Havre, après des semaines d'enfer maritime, Sally descendit sur le sol français en chancelant, ses jambes habituées au roulis du bateau ayant du mal à retrouver la stabilité de la terre ferme. Elle ne savait pas encore que ce moment marquerait le début d'une transformation qui changerait le cours de sa vie et, éventuellement, l'histoire américaine elle-même. Paris, en 1787, était une ville en ébullition, un volcan social sur le point d'entrer en éruption. Les idées révolutionnaires fermentaient dans les salons brillants et les cafés enfumés du palais royal. L'aristocratie française, inconsciente de la tempête qui allait bientôt l'emporter et la conduire à l'échafaud, s'adonnait au plaisir raffiné et aux débats philosophiques passionnés sur la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. L'ironie de ces discussions menées par des nobles vivant dans un luxe insolent échappait à la plupart. Jefferson loua un hôtel particulier élégant, aux Champs-Élysées numéro 116, dans un quartier prisé où résidaient diplomates et aristocrates. La demeure comportait des salons spacieux, décorés de moulures dorées, des plafonds peints représentant des scènes mythologiques, des jardins à la française méticuleusement entretenus. C'était un monde radicalement différent de Monticello, une immersion totale dans la culture européenne que Jefferson adorait et à laquelle il aspirait. Sally et James Hemings, le frère aîné de Sally qui était déjà au service de Jefferson depuis plusieurs années, furent les seuls domestiques noirs de la maisonnée. Jefferson employa également des serviteurs français, mais les Hemings occupaient une position particulière. Ils représentaient son lien avec sa vie virginienne, ses possessions, son statut de planteur. Mais ici, à Paris, ce statut devenait problématique et embarrassant. Pour Sally, Paris fut une révélation bouleversante qui ébranla les fondements même de son existence. Dans les rues pavées de la capitale française, elle vit pour la première fois de sa vie des personnes noires qui n'étaient pas des esclaves. Des domestiques noirs portant fièrement des livrées élégantes qui étaient payés pour leur travail. Des musiciens noirs jouant dans les orchestres des salons aristocratiques. Des hommes et femmes noirs se promenant librement, sans chaîne, sans maître marchand derrière eux. Elle découvrit aussi par James qui s'était renseigné une vérité extraordinaire qui changeait tout. Selon la loi française, tout esclave touchant le sol de France devenait automatiquement libre. Cette loi ancienne, datant de l'époque médiévale, stipulait que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Les juristes français considéraient l'esclavage comme contraire aux principes du droit français. Il existait bien sûr dans les colonies françaises, mais sur le territoire métropolitain, il était théoriquement impossible. Les autres domestiques noirs qu'elle croisa dans les marchés parisiens, au spectacle, dans les églises, lui confirmèrent cette réalité extraordinaire avec un mélange d'encouragement et de mise en garde. « Vous êtes libre maintenant », lui dit une femme noire qui avait été esclave dans les colonies et qui travaillait désormais comme cuisinière pour une famille française. Mais attention, votre maître peut vous tromper, vous dire que vous devez rester avec lui. Ne le croyez pas. Vous pouvez partir, demander la protection de la loi française. Pour la première fois de sa vie, à 14 puis 15 ans, Sally Hemings eut le vertige de la possibilité. Elle pouvait rester à Paris. Elle pouvait refuser de retourner en Virginie. Elle pouvait demander sa liberté devant un tribunal français qui la lui accorderait certainement. Cette prise de conscience fut à la fois enivrante et terrifiante.
La liberté, après une vie entière d'esclavage, était un concept presque inconcevable. Que signifierait être libre? Comment survivrait-elle seule dans une ville étrangère, sans argent, sans famille, ne parlant qu'un français rudimentaire? Mais les choses se compliquèrent rapidement d'une manière que Sally n'aurait jamais pu anticiper. Jefferson, veuf depuis 5 ans, commença à porter sur Sally un regard différent. Ce n'était plus le regard d'un maître sur une esclave enfant, mais quelque chose de plus troublant, de plus dangereux. Dans les correspondances retrouvées bien des années plus tard dans les archives de la période, certains visiteurs américains de l'hôtel particulier évoquèrent avec des euphémismes à peine voilés la jeune servante créole que M. Jefferson semble tenir en haute estime particulière. Un invité, William Short, secrétaire de Jefferson et son ami proche, écrivit dans une lettre privée: « M. Jefferson a développé un attachement singulier pour la jeune Sally. Elle l'accompagne désormais dans ses promenades, ce qui soulève quelques sourcils parmi la communauté diplomatique. Je crains que cela ne devienne source de commentaires malveillants. » Short, diplomate prudent, savait qu'à Paris, une telle relation serait vue comme scandaleuse mais pas impossible. En France, de nombreux aristocrates avaient des maîtresses de statut inférieur, mais Sally n'était pas simplement de statut inférieur. Elle était légalement une esclave, même si cette légalité n'existait pas en France. Les euphémismes délicats de Short ne trompaient personne parmi ceux qui connaissaient la situation. Jefferson, 44 ans, était en train de développer une relation intime avec Sally, une adolescente de 15 ans qu'il possédait. Le déséquilibre de pouvoir était vertigineux, abyssal, impossible à ignorer. Sally avait 15 ans, lorsque Jefferson, âgé de 44 ans, initia ce qu'il considérait peut-être comme une relation amoureuse, mais qui était en réalité l'exercice d'un pouvoir absolu déguisé en affection. Propriétaire légal de Sally en Virginie, détenteur absolu de son destin et de celui de toute sa famille restée à Monticello, Jefferson n'avait pas besoin de la contraindre physiquement ou de prononcer des menaces explicites. La contrainte était structurelle, totale, écrasante, omniprésente dans chaque instant de leur interaction. Comment Sally aurait-elle pu dire non? Refuser, c'était risquer d'être renvoyé immédiatement à Monticello dans la disgrâce. C'était risquer d'être vendu loin de sa famille, séparé à jamais de sa mère Betty, de ses frères et sœurs. C'était risquer d'être condamné au champ de coton du sud profond où l'espérance de vie d'un esclave dépassait rarement 40 ans, où les femmes mouraient épuisées par le travail et les maternités répétées. Jefferson avait le pouvoir de détruire complètement la vie de Sally d'un simple ordre. Ce pouvoir n'avait pas besoin d'être exercé explicitement pour être absolument déterminant. Et pourtant, il y avait peut-être quelque chose d'autre dans cette relation tordue. Jefferson était seul, mélancolique, toujours hanté par la mort de son épouse 5 ans plus tôt. Sally ressemblait physiquement à Martha, portait peut-être les mêmes gestes, la même grâce. Jefferson cherchait-il à retrouver quelque chose de son épouse perdue dans cette jeune fille qui aurait pu être sa belle-sœur? Était-ce une forme d'amour malade ou simplement de la nostalgie mêlée au pouvoir absolu et à l'opportunité? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'à Paris, dans l'hôtel particulier élégant des Champs-Élysées, sous les plafonds peints et les lustres de cristal, Sally Hemings tomba enceinte. Elle avait 16 ans tout au plus, encore presque une enfant elle-même. Ce fut James, son frère aîné qui travaillait comme chef cuisinier pour Jefferson, qui comprit ce qui se passait et qui rappela à Sally l'opportunité extraordinaire qui s'offrait encore à elle. « Tu es libre ici », lui dit-il dans un moment d'intimité fraternelle. Peut-être dans la cuisine de l'hôtel particulier, après que tous les autres domestiques furent partis se coucher. La loi française te protège. L'enfant naîtra libre ici. Vous n'êtes pas obligé de retourner en Virginie. Tu peux demander asile, te marier avec un Français, commencer une nouvelle vie. Mais James, malgré toute son intelligence et sa connaissance du monde acquise pendant ses années à Paris, ne comprenait pas toute la complexité déchirante de la situation de sa sœur.
Leur mère Betty était toujours à Monticello, vieillissante et dépendante de la bonne volonté de Jefferson. Leurs frères et sœurs, nièces et neveux étaient tous encore esclaves à Monticello. Si Sally restait à Paris, si elle profitait de la liberté française pour échapper à Jefferson, elle les condamnait tous. Jefferson avait le pouvoir de détruire toute la famille Hemmings par vengeance. Il pouvait vendre Betty aux enchères, malgré son âge avancé, la condamner à finir ses jours dans les champs. Il pouvait séparer les frères et sœurs de Sally, les vendre à différents maîtres pour qu'ils ne se revoient jamais. Il pouvait rendre leur vie si misérable qu'il maudirait Sally pour son égoïsme. Ce pouvoir de représailles collectives était l'une des armes les plus efficaces du système esclavagiste pour maintenir l'obéissance. Selon les quelques fragments de témoignages qui subsistent dans les archives, transmis oralement avant d'être transcrits des décennies plus tard par les fils de Sally, une négociation extraordinaire et tragique eut lieu entre Jefferson et Sally. Les détails exacts de ce pacte faustien restent obscurs, perdus dans le temps et le silence, mais les grandes lignes émergent des actions futures et des promesses tenues ou brisées. Sally, enceinte, terrifiée, tiraillée entre la possibilité de sa propre liberté et la sécurité de sa famille, accepterait de retourner en Virginie avec Jefferson. Elle accepterait de reprendre les chaînes de l'esclavage qu'elle aurait pu briser. Elle accepterait de vivre le reste de sa vie comme la propriété d'un homme qui était aussi le père de ses enfants. En échange, Jefferson promettait solennellement que tous les enfants qu'elle porterait seraient affranchis à l'âge de 21 ans. Il promettait aussi qu'elle et ses enfants recevraient un traitement privilégié, qu'ils ne travailleraient jamais au champ de tabac sous le soleil brutal, qu'ils ne seraient jamais vendus ou séparés, qu'ils apprendraient des métiers qui leur permettraient de survivre une fois libres. Ces promesses, Jefferson les fit probablement de bonne foi, selon ses propres normes morales distordues. Il avait l'intention de les tenir. Mais le fait même qu'une telle négociation ait dû avoir lieu révèle l'horreur fondamentale de la situation. Une adolescente enceinte devait marchander sa liberté et celle de ses enfants à naître avec l'homme qui l'avait mise enceinte et qui la possédait. Était-ce de l'amour, comme certains descendants blancs de Jefferson tenteront de le suggérer bien plus tard, cherchant à adoucir une réalité trop dure? Ou était-ce simplement la transaction la moins terrible qu'une adolescente esclave pouvait négocier avec l'homme qui détenait un pouvoir de vie et de mort sur elle et toute sa famille? Sally signa métaphoriquement son retour à l'esclavage pour sauver ceux qu'elle aimait. C'était peut-être le seul choix moral possible dans une situation qui ne laissait aucun bon choix. Le retour vers la Virginie en 1789, alors que la Révolution française commençait à gronder dans les rues de Paris, fut un voyage de deuil pour Sally. Elle quittait la ville où elle avait goûté à la liberté, où elle aurait pu rester libre pour retourner vers les chaînes. Elle quittait une société qui, malgré toutes ses inégalités, ne la considérait pas comme une propriété, pour retourner vers une société qui nierait son humanité même. Le premier enfant de Sally et Jefferson, conçu à Paris, ne survécut pas longtemps après leur arrivée à Monticello. L'enfant mourut en bas âge, emportant avec lui ou elle le secret de ce qu'aurait pu être une vie commencée dans la liberté, mais achevée dans l'esclavage. Sally avait 17 ans quand elle enterra ce premier bébé dans le cimetière des esclaves de Monticello, un endroit non marqué où les corps des Noirs étaient déposés sans pierre tombale ni cérémonie élaborée. C'était son premier sacrifice direct pour la décision prise à Paris. Les années qui suivirent le retour de Paris furent marquées par un silence pesant. À Monticello, Sally reprit sa place parmi les esclaves domestiques, mais tout le monde savait qu'elle occupait maintenant une position unique et dangereuse. Elle logeait dans une petite chambre adjacente à celle de Jefferson, accessible par un passage dissimulé. Les autres esclaves évitaient de parler d'elle, conscients que la proximité avec le maître était à la fois un privilège relatif et une malédiction. Entre 1790 et 1808, Sally Hemings donna naissance à 6 enfants. Tous avaient la peau claire, presque blanche. Tous présentaient une ressemblance frappante avec Thomas Jefferson. Leur prénom,
Harriet, Beverly, une autre Harriet née après la mort de la première, Madison, Eston et un enfant qui mourut en bas âge. Officiellement, ces enfants étaient simplement des esclaves supplémentaires de la plantation Jefferson. Leur père n'était jamais mentionné dans les registres, mais à Monticello et dans la communauté des planteurs virginiens, les rumeurs circulaient à voix basse. Les visiteurs remarquaient ces enfants étrangement pâles qui ressemblaient au président. Jefferson, devenu veuf, n'avait jamais pris d'épouse, ce qui alimentait les spéculations. Dans les cabanes d'esclaves, tout le monde savait la vérité, mais personne n'osait en parler ouvertement. Le silence était la première règle de survie. Les filles légitimes de Jefferson, Martha et Maria, savaient également. Les lettres privées retrouvées bien plus tard révèlent leur malaise et leur colère rentrée. Martha, en particulier, voyait dans ses enfants métis une insulte à la mémoire de sa mère défunte. Mais que pouvait-elle faire? Son père était l'homme le plus puissant de Virginie et bientôt du pays entier. Confronter Jefferson aurait signifié se retrouver exclu, déshérité, ostracisé par la bonne société virginienne qui fermait les yeux sur ses arrangements tant qu'il restait discret. Maria Jefferson mourut en 1804, à seulement 25 ans, après des complications d'accouchement. Sur son lit de mort, elle fit promettre à sa sœur Martha de ne jamais abandonner les enfants Hemings. « Ce sont nos frères et sœurs », murmura-t-elle, selon un témoignage familial qui ne fut jamais rendu public. Martha pleura, mais ne promit rien. En 1802, le journaliste James Callender publia un article explosif dans le Richmond Recorder. Il accusait ouvertement Jefferson d'avoir pris Sally Hemings comme concubine et d'avoir eu des enfants avec elle. L'article décrivait Sally comme « Dusky Sally » et déclarait que Jefferson gardait, comme son esclave favorite et concubine, une de ses propres esclaves. Le nom de Sally fut suivi de détails sur ses enfants, leur âge, leur apparence. La réaction fut immédiate et brutale. Les partisans de Jefferson nièrent tout en bloc. Ils attaquèrent Callender, un ancien allié devenu ennemi, le décrivant comme un calomniateur ivre et désespéré. Les journaux fédéralistes, opposés à Jefferson, répétèrent les accusations avec délectation. Les journaux républicains, favorables à Jefferson, les dénoncèrent comme des mensonges ignobles. Jefferson lui-même ne répondit jamais publiquement. Sa seule réaction fut une lettre privée à un ami proche, dans laquelle il écrivait « Je ne répondrai à aucune calomnie. Le temps et la vérité rétabliront les faits. » Mais cette stratégie du silence n'était pas neutre. Elle permit aux défenseurs de Jefferson de construire un récit alternatif. Sally Hemings était, disait-il, la maîtresse de Peter Carr ou Samuel Carr, les neveux de Jefferson. Les enfants métis étaient les leurs, pas ceux du président. Sally ne pouvait rien dire. Interroger une esclave sur les accusations portées contre son maître? Impensable. Même si elle avait témoigné, son témoignage n'aurait eu aucune valeur légale. Les esclaves ne pouvaient pas témoigner contre les Blancs en Virginie. Le système juridique lui-même garantissait le silence. À Monticello, la vie continua sous le poids de ce secret de polichinelle. Les enfants Hemings grandirent dans une zone grise troublante, ni totalement esclaves, ni totalement libres. Ils apprenaient à lire et à écrire, chose interdite pour la plupart des esclaves. Beverly et Harriet apprirent la menuiserie et le tissage. Madison devint apprenti charpentier. Il ne travaillait jamais au champ de tabac où suaient les autres esclaves. Mais il portait cette identité impossible. Physiquement presque blanc, il pouvait passer pour blanc dans un autre état. Légalement noir selon la règle de la goutte unique de sang, il restait propriété de Jefferson. Psychologiquement, il vivait dans une confusion identitaire torturante. Qui étaient-ils? Les enfants du président ou des esclaves privilégiés? Jefferson était-il leur père aimant qui les protégeait ou le despote qui refusait de les reconnaître? Jefferson lui-même entretenait cette ambiguïté cruelle.
Il offrait des cadeaux à Sally, lui permettait de choisir ses tâches, la traitait avec une politesse inhabituelle pour un maître parlant à une esclave. Mais il ne l'appela jamais sa compagne. Il ne reconnut jamais ses enfants. Il maintint scrupuleusement l'apparence que Sally était simplement une esclave favorisée, et que ses enfants métis n'avaient aucun lien spécial avec lui. Les visiteurs de Monticello remarquaient l'étrange atmosphère de la plantation. Isaac Jefferson, un ancien esclave devenu libre, témoigna des années plus tard. Sally Hemings était de teint très clair. Elle portait de longues robes droites et travaillait dans la maison de Monsieur Jefferson. Elle ne sortait jamais aux champs. Ses enfants. Il hésita dans son témoignage, puis continua. Ses enfants étaient presque blancs. Tout le monde voyait qu'il ressemblait à quelqu'un qu'il ne pouvait pas nommer. En 1811, Beverly Hemings atteignit 21 ans. Conformément à la promesse faite à Paris des années plus tôt, Jefferson le laissa partir. Officiellement, Beverly s'enfuit et Jefferson ne fit aucun effort pour le retrouver, ce qui était extraordinaire pour un planteur virginien. Beverly disparut dans le Nord, probablement pour vivre comme un homme blanc. Il ne revit jamais sa mère. Harriet Hemings suivit en 1822. Jefferson lui donna $50 et la fit monter dans une diligence vers Philadelphie. Elle avait 21 ans. Selon les registres de la plantation retrouvés plus tard, Jefferson nota simplement « Harriet, fugitive ». Mais ce fut lui qui paya son voyage et lui donna de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Harriet disparut elle aussi dans la communauté blanche du Nord. Elle épousa un homme blanc, eut des enfants blancs et ne révéla jamais son secret. Pour Sally, ses départs étaient des déchirures. Elle perdait ses enfants pour qu'ils puissent être libres. Mais quelle liberté, fondée sur le mensonge et le reniement. Beverly et Harriet durent effacer leur passé, renier leur mère, oublier leurs frères et sœurs pour survivre dans le monde blanc. Le prix de leur libération fut l'oblitération de leur identité réelle. Madison et Eston restèrent à Monticello, attendant leur tour. En 1826, Jefferson mourut le 4 juillet, jour anniversaire de la déclaration d'indépendance qu'il avait rédigée 50 ans plus tôt. Il était ruiné, criblé de dettes accumulées pendant des décennies de vie fastueuse. Dans son testament, il affranchit seulement 5 esclaves de Monticello sur les 130 qu'il possédait encore. Ces 5 étaient tous des Hemings, les 2 fils de Sally, Madison et Eston, et 3 de leurs cousins. Sally elle-même ne fut pas mentionnée dans le testament. Techniquement, elle restait esclave. Mais Martha Randolph, la fille de Jefferson, la laissa informellement libre. Sally ne reçut aucun papier d'affranchissement officiel. Elle vécut ces dernières années dans une petite maison à Charlottesville, dépendante de la charité de ses fils. Elle mourut en 1835, à l'âge de 62 ans. Si vous ressentez un frisson en écoutant cette histoire, c'est parce que vous comprenez l'horreur de ce silence. Prenez un moment pour laisser un like et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que Jefferson aimait vraiment Sally ou utilisait-il simplement son pouvoir absolu sur elle? Après la mort de Jefferson, Monticello fut vendu pour payer ses dettes. La plantation fut dispersée. Les 130 esclaves non affranchis furent vendus aux enchères, séparant familles et brisant les dernières communautés qui avaient vécu là pendant des générations. L'histoire des Hemings aurait pu disparaître entièrement, ensevelie sous les mensonges et les silences. Mais Madison Hemings refusa de se taire. En 1873, 47 ans après la mort de Jefferson, Madison donna une interview extraordinaire au Pike County Republican, un petit journal de l'Ohio. À 68 ans, affranchi depuis des décennies, Madison décida de raconter la vérité. Son témoignage fut publié sous le titre « La vie parmi les humbles ». Il y décrivit sa mère Sally, son voyage à Paris, la promesse de Jefferson, les naissances successives des enfants Heming. Il déclara sans ambages « Nous étions tous les enfants de Thomas Jefferson et il était bon avec nous ». Madison décrivit comment Jefferson visitait régulièrement la chambre de Sally, comment il s'intéressait à l'éducation de ses enfants illégitimes, comment il avait tenu sa promesse de les affranchir.
Cette interview provoqua un scandale immédiat et une réaction furieuse de la famille Jefferson. Les descendants légitimes de Jefferson dénoncèrent Madison comme un menteur cherchant la notoriété. Ils publièrent des démentis véhéments dans les journaux. Ellen Randolph Coolidge, petite fille de Jefferson, écrivit une lettre enflammée affirmant que son grand-père était un homme trop vertueux pour avoir eu une relation avec une esclave. La famille Jefferson proposa une explication alternative. Les enfants de Sally étaient les fils de Peter Carr, neveu de Jefferson. Cette version arrangeait tout le monde dans la bonne société virginienne. Elle préservait la réputation de Jefferson tout en admettant que Sally avait effectivement eu des enfants métis. Les Carr étaient des hommes jeunes et moins importants. Leur conduite immorale pouvait être pardonnée, voire comprise. Mais cette explication contenait une contradiction majeure. Si Peter Carr était le père, pourquoi Jefferson avait-il affranchi les enfants de Sally? Pourquoi avait-il payé pour le voyage de Harriet vers le nord? Pourquoi cette attention particulière envers les descendants d'une esclave qui aurait été la maîtresse de son neveu? Les défenseurs de Jefferson n'avaient pas de réponse convaincante à ces questions. Madison mourut en 1877 sans que son témoignage ne soit accepté par l'establishment historique. Son frère Eston, qui avait changé son nom en Eston Jefferson et vivait comme un homme blanc dans le Wisconsin, mourut en 1856. Ses descendants blancs ne surent jamais qu'ils avaient du sang noir et que leur ancêtre était Thomas Jefferson. Pendant plus d'un siècle, l'histoire officielle maintint la ligne de défense établie par la famille Jefferson. Les biographies consacrées au troisième président mentionnaient à peine Sally Hemings. Quand elles le faisaient, c'était pour dénoncer les calomnies de Callender et affirmer que Jefferson n'aurait jamais eu de relation avec une esclave. Les historiens académiques refusaient de prendre au sérieux le témoignage de Madison Hemings. Après tout, quel crédit accorder aux mots d'un ancien esclave contre la réputation d'un père fondateur? Cette négation systématique avait des conséquences profondes. Elle perpétuait le mythe que l'esclavage en Amérique était principalement une relation économique, dépourvue de dimension sexuelle. Elle permettait aux Américains blancs d'éviter de confronter une vérité dérangeante. L'esclavage était aussi un système d'exploitation sexuelle systématique. Les maîtres avaient un pouvoir absolu sur les corps de leurs esclaves, et beaucoup l'exerçaient. Les descendants noirs de Jefferson restèrent dans l'ombre, exclus des réunions familiales officielles, ignorés par les historiens, effacés de l'histoire nationale. Ils transmettaient leur héritage par tradition orale, se racontant de génération en génération qu'ils descendaient du grand Thomas Jefferson. Mais personne ne voulait les écouter. En 1998, un événement extraordinaire changea tout. La revue scientifique Nature publia une étude génétique dirigée par le docteur Eugene Foster. Les chercheurs avaient comparé l'ADN des descendants mâles de la ligne Jefferson avec celui des descendants mâles de Sally Hemings. Les résultats étaient sans appel. Il existait une correspondance génétique entre la lignée Jefferson et la lignée Hemings. Plus précisément, l'étude montra que Eston Hemings, le dernier fils de Sally, avait le chromosome I de la famille Jefferson. Cela signifiait qu'un homme, Jefferson, était son père. Compte tenu des dates de conception et de la présence documentée de Thomas Jefferson à Monticello lors de ces périodes, les probabilités pointaient massivement vers Thomas Jefferson lui-même comme père d'Eston et probablement des autres enfants de Sally. Cette révélation scientifique provoqua un tremblement de terre dans l'historiographie américaine. La fondation Thomas Jefferson, qui gérait Monticello, commanda un rapport approfondi. En l'an 2000, le comité de recherche conclut qu'il était hautement probable que Jefferson avait eu une relation de longue durée avec Sally Hemings et était le père de ses 6 enfants. Cette reconnaissance officielle arriva 165 ans après la mort de Sally et 123 ans après le témoignage de Madison. Pendant plus d'un siècle, la vérité avait été étouffée, niée, combattue avec acharnement par ceux qui contrôlaient la mémoire nationale. Mais même après cette reconnaissance, les controverses persistèrent.
Certains descendants blancs de Jefferson refusèrent catégoriquement d'accepter les conclusions scientifiques. Ils formèrent une association dissidente qui continue à ce jour de nier la paternité de Jefferson. Lors des réunions familiales à Monticello, les tensions entre descendants blancs et descendants noirs demeurèrent palpables. En l'an 2010, la Fondation Thomas Jefferson invita officiellement les descendants de Sally Hemings à participer aux rassemblements familiaux. Ce fut la première fois que les deux branches de la famille se rencontrèrent formellement. Certains descendants blancs boycottèrent l'événement, refusant de reconnaître ses prétendus cousins. Les descendants noirs, eux, vinrent avec des émotions mélangées. Certains ressentaient de la fierté d'être enfin reconnus. D'autres exprimaient de la colère face aux décennies de déni et d'exclusion. Tous portaient le poids d'une histoire qui les avait façonnés, mais qu'on leur avait si longtemps refusé le droit de revendiquer. Shannon Lanier, un descendant de Sally Hemings, déclara lors d'une interview « Pendant des générations, on nous a dit que nous mentions, que nous inventions cette histoire pour nous rendre importants. Maintenant que la science a prouvé que nous disions la vérité, certains refusent encore de nous accepter. Cela montre que cette histoire n'est pas vraiment terminée. » Les archives personnelles continuèrent de révéler de nouveaux détails perturbants. En l'an 2014, des historiens découvrirent une série de lettres entre Martha Randolph et sa belle-sœur. Dans l'une d'elles, Martha écrivait avec amertume « Ces enfants sont un reproche vivant à la mémoire de ma mère. Leur existence même est une insulte. Mais que puis-je faire? Mon père refuse d'en parler. Il les traite avec une tendresse qu'il ne montre jamais aux autres esclaves, et cela me brise le cœur. » D'autres documents montrèrent que Jefferson avait dépensé des sommes considérables pour l'éducation discrète de ses enfants avec Sally. Il avait payé un professeur particulier pour leur apprendre à lire et à écrire, quelque chose d'illégal en Virginie à l'époque. Il leur avait appris des métiers spécialisés qui leur permettraient de gagner leur vie une fois libres. Ces gestes trahissaient une relation bien plus complexe qu'une simple exploitation sexuelle. Mais était-ce de l'amour ? Les historiens débattent encore de cette question. Certains soutiennent que Jefferson aimait sincèrement Sally, qu'il était prisonnier des conventions sociales qui l'empêchèrent de l'épouser ou de reconnaître leurs enfants. D'autres affirment qu'aucune relation fondée sur l'esclavage ne pouvait être véritablement basée sur l'amour, que le déséquilibre de pouvoir rendait toute idée de consentement impossible. Sally elle-même ne laissa aucun témoignage écrit. Elle ne put jamais raconter sa propre histoire. Tout ce que nous savons d'elle vient des témoignages de ses fils, des remarques de visiteurs, des archives de la plantation. Sa voix reste silencieuse, étouffée par 2 siècles d'oubli volontaire. Aujourd'hui, Monticello est un musée national. Des milliers de visiteurs parcourent chaque année les pièces élégantes où Jefferson écrivit et pensa. Depuis l'an 2000, les guides mentionnent Sally Hemings et ses enfants dans leurs visites. Une exposition permanente raconte leur histoire, avec des panneaux sobres qui détaillent les faits connus. Mais il y a quelque chose de profondément troublant à marcher dans ces couloirs. À voir la petite chambre où Sally vécut, si proche de celle du maître. À descendre vers Mulberry Row, où les cabanes d'esclaves se dressaient autrefois. À imaginer Beverly et Harriet grandissant ici, sachant qu'ils étaient les enfants du président mais ne pouvant jamais le dire. À penser à Sally, attendant dans sa chambre que Jefferson vienne, sans jamais avoir le choix de refuser. Les descendants de Sally Hemings visitent régulièrement Monticello maintenant. Certains décrivent une sensation étrange, un mélange de fierté et de douleur. C'est notre héritage aussi, dit Julia Jefferson Westerinen, descendante d'Eston. Mais c'est un héritage qui commence dans l'esclavage et le déni. Comment réconcilier cela? La famille blanche Jefferson reste divisée. Certains membres ont embrassé leurs cousins noirs avec chaleur. D'autres continuent de nier toute parenté. Cette division reflète une fracture plus large dans la société américaine, une incapacité persistante à confronter honnêtement l'héritage de l'esclavage. En l'an 2019, des chercheurs entreprirent des fouilles archéologiques à l'emplacement de l'ancienne chambre de Sally. Ils espéraient trouver des objets personnels,
quelque chose qui pourrait donner un aperçu plus intime de sa vie. Ils découvrirent des fragments de céramique fine, des épingles à cheveux en argent, un petit médaillon cassé. Ces objets suggèrent qu'elle vivait avec un certain confort matériel, mais ils ne peuvent pas nous dire ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait, comment elle vivait cette existence impossible entre esclavage et privilèges relatifs. La question la plus dérangeante demeure sans réponse. Combien d'autres Sally Hemings y a-t-il eu? Combien d'autres femmes esclaves ont été prises par leurs maîtres? Combien d'autres enfants métis sont nés de ces unions forcées? Combien de familles blanches respectables du Sud portent en secret le sang noir qu'elles ont passé des siècles à renier? Les historiens estiment que près de 80% des esclaves affranchis après la guerre civile avaient une ascendance mixte. Cela signifie que pendant 250 ans, l'exploitation sexuelle des femmes esclaves par les maîtres blancs fut systématique. Sally Hemings n'était pas une exception. Elle était simplement celle dont l'histoire fut impossible à enterrer complètement, parce que son maître était trop important, trop célèbre, trop central à l'identité nationale américaine. Le paradoxe de Jefferson demeure l'un des plus troublants de l'histoire américaine. Comment l'homme qui écrivit « Tous les hommes sont créés égaux » put-il posséder des esclaves toute sa vie? Comment le philosophe des Lumières, qui dénonçait la tyrannie, put-il exercer un pouvoir tyrannique absolu sur Sally et leurs enfants? Comment le père de la démocratie américaine put-il refuser de reconnaître ses propres enfants? Il n'y a pas de réponse satisfaisante à ces questions. Seulement le constat glaçant que Jefferson fut capable de compartimenter son existence, de séparer ses idéaux nobles de ses actions quotidiennes. Et qu'il put maintenir cette hypocrisie jusqu'à sa mort sans jamais, apparemment, en être véritablement tourmenté. Sally Hemings repose dans un cimetière non marqué à Charlottesville. L'emplacement exact de sa tombe est inconnu. Même dans la mort, elle reste invisible, effacée. Ses enfants qui passèrent pour blancs sont enterrés dans des cimetières blancs, sous de fausses identités. Madison, qui vécut et mourut en tant qu'homme noir libre, repose dans l'Ohio, loin de Monticello. La famille qu'ils formèrent ensemble, Jefferson et Sally, fut une famille brisée dès le début. Une famille fondée sur l'esclavage et le secret, sur le pouvoir et l'impuissance. Sur l'amour peut-être, mais aussi sur la coercition inévitable. Une famille qui ne pouvait exister officiellement, qui devait rester cachée, dont les enfants devaient disparaître pour être libres. Et pourtant, contre toute attente, cette famille refusa de disparaître complètement. Malgré des décennies de déni, malgré la destruction de documents, malgré les mensonges répétés par les historiens et les descendants blancs, la vérité persista. Elle persista dans les mémoires orales transmises de génération en génération. Elle persista dans les traits des descendants qui portaient l'empreinte indéniable de Jefferson. Elle persista jusqu'à ce que la science moderne puisse enfin la confirmer. Aujourd'hui, quand vous visitez Monticello, prenez un moment dans la chambre de Sally, fermez les yeux. Imaginez une adolescente de 14 ans, arrachée à tout ce qu'elle connaissait, emmenée à Paris puis ramenée à l'esclavage. Imaginez-la dans cette petite pièce, attendant, année après année, portant les enfants du maître, les regardant grandir, sachant qu'elle devrait les laisser partir pour qu'ils soient libres, vivant dans le silence imposé, ne pouvant jamais raconter sa propre histoire. Si cette histoire vous a glacé le sang, c'est parce que vous comprenez qu'elle est vraie, que Sally Hemings a véritablement existé, que des milliers de femmes comme elle ont vécu et souffert dans le silence, que l'histoire que nous apprenons dans les livres n'est souvent qu'une version édulcorée, nettoyée, qui omet les vérités les plus dérangeantes. Alors maintenant, dites-nous, croyez-vous que tout a été révélé sur Thomas Jefferson et Sally Hemings? Ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enterrés quelque part dans les archives de Monticello? Commentez ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui ont le courage d'affronter les zones d'ombre de l'histoire.
Parce que tant que nous n'aurons pas affronté ces vérités, tant que nous n'aurons pas reconnu pleinement ce que fut l'esclavage dans toute son horreur, nous ne pourrons jamais vraiment comprendre d'où nous venons ni où nous allons. Sally Hemings mérite que son histoire soit racontée. Pas la version romantisée, pas la version qui cherche à absoudre Jefferson. La version vraie, aussi dérangeante soit-elle. La version d'une femme prise au piège d'un système qui niait son humanité, qui fit ce qu'elle put pour protéger ses enfants et qui fut réduite au silence pendant 2 siècles après sa mort. Aujourd'hui, enfin, nous l'écoutons. Même si sa voix nous parvient à travers le temps, fragmentée et déformée, elle mérite d'être entendue. Pour elle, pour ses enfants, pour toutes les Sally Hemings dont les noms ne furent jamais enregistrés, dont les histoires ne furent jamais racontées. L'histoire de Sally et Thomas Jefferson n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de pouvoir, d'esclavage, de survie et de silence. C'est une histoire qui nous met mal à l'aise parce qu'elle expose les contradictions au cœur de la fondation américaine. C'est une histoire qui continue de diviser parce qu'elle force à confronter des vérités que beaucoup préféreraient encore enterrer. Mais c'est aussi une histoire de résistance. La résistance de Madison, qui refusa de se taire. La résistance des descendants noirs qui maintinrent vivante leur histoire familiale contre vents et marées. La résistance de la vérité elle-même, qui finit toujours par émerger, même après des siècles d'obscurité. Monticello reste debout, monument à la grandeur intellectuelle de Jefferson. Mais maintenant, c'est aussi un monument à Sally Hemings et à ses enfants. Un rappel que derrière chaque grande figure historique se cachent des ombres, des secrets, des vies brisées. Un rappel que l'histoire n'est jamais simple, jamais propre, jamais aussi héroïque que nous voudrions qu'elle soit. Et quelque part dans la terre de Virginie, dans une tombe non marquée, Sally Hemings repose enfin. Sa bataille pour être reconnue fut gagnée par ses descendants, longtemps après sa mort. Son nom est désormais inscrit dans l'histoire américaine, indissociable de celui de Thomas Jefferson. Était-ce justice? Était-ce suffisant? Ou n'est-ce qu'un premier pas vers une réconciliation qui reste encore largement à accomplir? La réponse, comme tant de choses dans cette histoire, reste troublante et incertaine. Mais une chose est sûre, Sally Hemings ne sera plus jamais oubliée, sa famille ne sera plus jamais niée, et les secrets de Monticello, après 2 siècles d'obscurité, sont enfin exposés à la lumière. Même si cette lumière révèle des vérités que beaucoup préféreraient ne pas voir.